Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment Charles Martel et Eudes d'Aquitaine ont fait face à l'expédition menée par Abd-al-Rahman al-Khafiki, et comment la bataille dite de Poitiers a marqué un tournant militaire et politique. Mais ce tournant n'est pas une conclusion, au contraire c'est plutôt un seuil, car au lendemain de 732, la situation reste profondément instable. Épisode 9, 733-737, le Midi en flammes. Tout au sud de la Gaule, une région entière échappe toujours au contrôle des Francs. C'est la Septimanie, qui correspond à l'ancienne province wisigothe autour de Narbonne, qui abrite désormais une garnison de l'armée du grand califat islamique. Oui, à cette époque, Narbonne est Al-Bounar, une ville musulmane, de même que Carcassonne, qui est renommée Calcachuna. Et contrairement à ce que l'on croit souvent, il ne s'agit pas de simples campements ou d'une occupation provisoire. Al-Bouna, par exemple, est gouverné par un wali, un gouverneur du grand califat islamique. C'est une base avancée durable au nord des Pyrénées. Comme le rappelle l'historien Philippe Sénac, c'est un point fondamental. Après Poitiers, les musulmans sont toujours installés en Gaule et Charles Martel le sait parfaitement. Mais il ne descend pas immédiatement vers le Midi pour les en chasser et ne lance pas une grande croisade avant l'heure. Il ne faut pas s'imaginer Charles Martel en libérateur des cités méridionales. Il n'était pas un chef religieux, mais plutôt un chef politique et militaire, pragmatique, méthodique. Sa priorité après 732 n'est pas le sud, mais encore et toujours la consolidation du pouvoir franc. Au nord, en Neustrie et en Austrasie, l'autorité de Charles n'est jamais totale et il doit sans cesse sécuriser son assise, lever des hommes, redistribuer des terres et s'assurer que personne ne contestera son autorité. Et pour cela, il n'hésite pas à employer des méthodes brutales. C'est ici que l'on doit parler d'une facette beaucoup plus sombre et méconnue du personnage. Charles n'a pas toujours d'argent pour financer ses campagnes militaires. Alors il procède à des confiscations massives de biens d'église. Ce n'est pas vraiment le grand défenseur de la chrétienté que l'on a longtemps présenté au XIXe et XXe siècle aux petits écoliers de la France. Il confisque aussi des terres appartenant à des monastères ou à des évêchés et les redistribue à ses plus fidèles compagnons d'armes en récompense des victoires au combat. Ces sécularisations qualifiées plus tard de précaires choquent profondément une grande partie du clergé. Cependant, ces confiscations sont efficaces. Selon l'historien Karl Ferdinand Werner, c'est dans les années 730 que Charles se forge une réputation de violence implacable, notamment en Provence. Il ne fait pas de distinction nette entre adversaires politiques et opposants militaires. Il écrase, il soumet, il impose. Que l'opposant soit chrétien ou musulman, cela n'a aucune importance. Charles veut soumission et allégeance. Werner va jusqu'à suggérer que le nom de Martel, le marteau, pourrait venir moins de ses combats contre les musulmans que de la brutalité de sa répression contre les élites locales. Le sud de la Gaule vit ses pires années en étant sous tension permanente. Car dans cette région, les raids musulmans ne cessent pas. Ils changent de forme, d'ampleur, de rythme, mais ils continuent. Des expéditions parlent d'Arbouna. Des expéditions partent d'Arbouna et remontent la vallée du Rhône,
frappe les campagnes, les monastères isolés et les voies commerciales. Il ne s'agit pas d'une guerre frontale, mais d'une insécurité chronique. Les populations locales vivent dans l'incertitude. Alors certaines élites négocient, quand d'autres essaient de résister, et d'autres encore composent avec le pouvoir en place. La Gaule méridionale n'est pas un champ de bataille clair, c'est plutôt une zone grise. Les sources mentionnent plusieurs gouverneurs successifs d'Al-Andalus intervenant au nord des Pyrénées. Abd al-Rahman al-Rafiki jusqu'en 1932 où il perdra la vie à la bataille de Poitiers. Puis lui succède Youssouf ibn Abd al-Rahman al-Fihri vers 734. Nous avons aussi Hatima vers 737, puis Abd al-Rahman al-Lahmi à partir de 741. Ces gouverneurs s'appuient sur une armée majoritairement berbère, recrutée en Afrique du Nord, au Maghreb, une réalité qui est aujourd'hui confirmée par l'archéologie. En effet, en 2016, des analyses génétiques menées sur 3 sépultures musulmanes découvertes à Nîmes ont montré qu'il s'agissait des soldats originaires du Maghreb appartenant à l'aplogroupe EM81, très fréquent en Afrique du Nord. Selon l'INRAP, ces données constituent des preuves matérielles d'une présence musulmane organisée en Gaule au 8e siècle. En 1934, les forces omeyyades, du nom de la famille qui règne à cette époque sur le califat islamique, prennent Avignon, Arles et probablement même Marseille sans le moindre combat. Oui, car ces villes se soumettent sous l'autorité du comte de Provence, Moronte, qui choisit de pactiser avec les Omeyyades pour préserver son autonomie face à la pression croissante de Charles Martel et ses Francs. La chronique de Frégédère et aussi la chronique de Moissac, qui sont des très vieux manuscrits du Moyen-Âge, témoignent que les troupes omeyyades entrèrent dans Avignon sans combattre et établissant une présence qui allait durer plusieurs années. Cette alliance révèle la complexité de la situation politique méridionale à l'époque. Les élites locales, souvent d'origine gallo-romaine ou même parfois gothique, redoutent autant l'autorité franque de Charles Martel que la présence musulmane. C'est un point très important, parce qu'elle permet de rabattre les cartes et de proposer quelque chose de bien différent que ce qui a été enseigné en France pendant de nombreuses années entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle. Donc les élites tentent de négocier, de composer et de survivre dans ce Capharnaüm. Elles ne savent pas ce que la France va devenir après, enfin ce que la Gaule va devenir après. Il n'y a pas de France, ni même vraiment de royaume des Francs à l'époque dans le sud de la Gaule. C'est la Gaule. Donc à partir de 736, Charles passe à l'offensive. Une à une, il reprend les cités. Aix, Marseille, puis Arles tombent entre ses mains au compte-gouttes. Pour être encore plus efficace, Charles s'allie au roi lombard Liutprand pour sécuriser son flanc oriental. Il écrase les révoltes locales et châtie sévèrement ceux qui ont collaboré avec les Omeyyades. Les terres de ces traîtres leur sont évidemment retirées et redonnées à ceux qui combattent à ses côtés et lui font allégeance. Par sa manière de commander, le personnage est bien plus proche d'une Daenerys Targaryen dans Game of Thrones que de Jeanne d'Arc. En 736, il envoie son frère, Childebrand, avec une armée pour reprendre Avignon. Après un siège méthodique, l'armée franque utilise des échelles et des béliers pour prendre d'assaut les fortifications d'Avignon. Les combats pour s'emparer de la ville sont violents.
Une fois la cité prise, les sources indiquent que les Francs brûlent une partie des quartiers et détruisent le stronghold omeyyade, comme souvent à cette époque après une prise de ville. La chute d'Avignon marque une étape importante. Elle brise un centre de pouvoir musulman en Provence et ouvre la voie pour les campagnes suivantes en Septimanie. Mais cette victoire ne signifie pas la fin des hostilités. Au cours de la même année, Charles Martel entreprend le siège de Narbonne, la grande garnison omeyyade en Septimanie. Conscient que l'avenir de la région dépend de la prise de cette ville, il installe ses forces autour des remparts. C'est dans ce contexte que se déroule aussi la bataille de la Berre, du nom de l'étang de la Berre qui est près de Narbonne, en 737. Une armée omeyyade de secours envoyée depuis Al-Andalus pour diriger le siège de Narbonne, que fait Charles Martel, prend la route par la terre après avoir tenté une approche maritime infructueuse. Les deux forces se rencontrent près de l'embouchure de l'étang de Bage-Sijan, donc le long du cours d'eau appelé Berre, pour ceux qui ne connaissent pas la région. Les Francs, guidés par des habitants et connaissant mieux le terrain, surprennent leurs adversaires. Après un premier assaut, les forces omeyyades cèdent, s'effondrent et fuient en direction des lagunes côtières. Les Francs infligent de lourdes pertes aux troupes ennemies, capturent un butin important et prennent de nombreux prisonniers. La victoire à la Berre a un effet stratégique fort. Elle affaiblit durablement les capacités offensives des Omeyyades au nord des Pyrénées et constitue, dans l'historiographie moderne, un des événements qui ont freiné l'expansion omeyyade en Gaule franque après Poitiers. Mais pour autant, le siège de Narbonne ne peut être mené à son terme à ce moment-là. La ville, bien défendue, tient encore, et Charles Martel doit replier ses forces face à une série de menaces diverses, notamment la résistance des populations locales et la difficulté logistique d'un siège prolongé. Si celui-ci vous intéresse, le siège de Narbonne, je vous invite à parcourir ma chaîne car j'ai consacré un podcast en 3 épisodes entièrement dédiés à ce siège de 737 et à ses enjeux militaires, politiques, symboliques, ainsi qu'aux raisons profondes de son échec provisoire. Bref, à la fin des années 730, le Midi n'est ni conquis ni pacifié. C'est une région épuisée par les campagnes successives où les autorités ont changé, parfois brutalement, et où les populations vivent sous une pression constante. Les alliances y sont fragiles, souvent opportunistes. Les fidélités se déplacent au gré des rapports de force. Il n'existe pas dans le sud de la Gaule de ligne de front nette. Il existe un espace de tension durable, traversé par des pouvoirs concurrents, francs, élite locale, gouverneurs d'Al-Andalus. Une zone où l'autorité se négocie autant qu'elle s'impose. Mais dans ce paysage instable, un fait s'impose désormais avec plus ou moins de clarté. Charles Martel est devenu l'acteur central de l'équilibre politique du royaume. La bataille de Poitiers n'a pas sauvé la chrétienté, n'a pas mis fin aux présences musulmanes en Gaule. En revanche, elle a profondément modifié les rapports de force. Elle a fait de Charles l'homme sans lequel plus rien ne peut se décider, ni au nord ni au sud. C'est cette position d'arbitre, forgée par la guerre, consolidée par la contrainte et l'allégeance, qui prépare l'avènement d'un nouvel ordre politique. Non pas encore une dynastie régnante, mais une domination devenue incontournable. La suite de l'histoire ne se jouera plus contre Charles Martel, elle se jouera sous son autorité. Alors pour connaître la suite, je vous attends à l'épisode 10 de la vie de Charles Martel.